Madame le maire Rachida Dati et de Monsieur le maire qui a bien voulu, comme il le fait assez souvent, ouvrir notre séance. Alors, nous brillons plus par la qualité que par la quantité, mais bon, en ce jour un petit peu difficile, mais on ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait des mouvements sociaux. J'ai plaisir à accueillir M. Raymond Domenech, qu'on ne présente plus, qui a été l'entraîneur de l'équipe de France finaliste et qui ensuite a été divers postes de direction ou de présidence dans le milieu des sports. Et puis M. Leclerc, il est accompagné de M. Leclerc, qui est directeur de la SNAS, c'est ça? FNAS, Fédération nationale des associations. Syndicat de sportifs. Syndicat de sportifs, mais très bien, il y a des syndicats partout, et pourquoi pas dans le sport. Voilà, et puis donc, je remercie monsieur notre journaliste qui a bien voulu venir pour enregistrer cette conférence et le débat qui suivra. Et puis sans plus attendre, comme nous sommes à la mairie du 7e, monsieur le maire a la parole, il est chez lui. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Je suis très heureux de vous accueillir encore ici, dans ces lieux. C'est un peu rituel d'être auprès de vous pour introduire les conférences, mais ce jour est particulier puisque, comme vous l'avez dit, c'est l'Europe et le sport, sujets, je dirais, fondamentaux dans notre image de l'Europe, et surtout parce que nous accueillons sans doute le meilleur spécialiste de la question, à la personne de Michel Poteau, maître Michel Poteau. Également, bien sûr, je salue ses parents, et puis vous êtes accompagné pour cette conférence par la quintessence du football français, en la personne de Raymond Domenech et du président de la FNAS. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des images, il y a des images fondamentales de l'Europe. Il y a celles qui construisent l'Europe, celles qui font l'Europe, et le sport était à l'évidence quelque chose qui a construit. C'est une image de l'Europe. Aujourd'hui, on ne peut pas, on n'est pas jeune, on n'est pas plus ancien, on n'est pas, comme moi, plus ancien, sans voir finalement la contribution de l'Europe dans la construction d'un mouvement sportif européen qui a été le véhicule de très grands succès, qui a été le véhicule de, je dirais, au fond, d'une résurgence, en fait, du sentiment d'appartenance. Alors, j'ai beaucoup contribué, moi, pour ce qui est de l'éducation. L'éducation, c'est le parent pauvre, c'est pas dans les traités européens. Et pourtant, aujourd'hui, l'éducation, c'est Erasmus. Ce sont des couples qui sont constitués, qui ont des enfants, peut-être même déjà des petits-enfants, et qui ont aujourd'hui, qui sont l'image de ces Européens qui sont Européens de cœur, parce qu'ils le vivent dans leur tripes, dans leur chair, dans leur famille, et ils sont Européens. Et les sportifs aujourd'hui sont Européens dans leur chair, dans leur tripes. Et il a fallu pour ça un arrêt. C'est l'arrêt que vous avez défendu, c'est l'arrêt Milaja, qui a permis d'ouvrir l'Europe au sport. Alors il faisait suite à l'arrêt Bosman, bien sûr, mais il a permis d'intégrer ce pays, qui était à l'époque la Pologne, qui n'était qu'un pays candidat. Moi j'ai beaucoup travaillé avec les pays candidats, ça n'était qu'un pays candidat ou un pays d'accession. Associé, oui, tout à fait. Et donc il fallait ce coup décisif. Ce coup décisif, vous l'avez tellement performé, comme on dirait en termes sportifs, que maintenant il s'est étendu par la suite avec l'arrêt Kolpak et l'arrêt Simutenkov à la Russie, à la Turquie bien sûr, et à l'ACP, c'est-à-dire à toute l'Afrique. Quel merveilleux engagement, quel merveilleux succès. Donc voilà, c'est des gens, c'est vous, c'est des gens comme vous qui ont constitué cette Europe des sports, qui finalement ne passent pas par les traités. Bien sûr, vous avez écrit, vous avez répondu à des questions, vous avez écrit qu'en termes de constitution européenne, puisqu'on vous a interrogé sur le sujet, que le sport avait évidemment son importance dans les traités, avait importance dans le droit, etc. Mais c'est quand même dans la réalité profonde, c'est celle qui fait l'Europe, que vous avez marqué un pas décisif avec cet arrêt. Et donc, et effectivement, pour revenir à votre carrière, vous êtes né à Bastia, et évidemment, vous avez votre premier engagement, ça a été sur Furiani. Furiani nous a tous marqué notre génération. C'était un événement épouvantable. Et je sais, pour ce qui me concerne, dans mon premier mandat, lorsque on voulait installer des stades sur
le plateau Vosges, je vous cite une anecdote, sur le plateau Joffre, j'ai dit, je ne veux pas, je vais refuser. J'ai refusé. Un an après, il y avait un effondrement du sol sur une superficie à peu près grande comme cette pièce, de 5 mètres de profond. On y voit ce qui aurait été une catastrophe si on avait installé ces fameuses tribunes. Voilà, c'était dans l'esprit, c'était le souvenir de ce drame du sport. Voilà, donc pour dire effectivement qu'ensuite, bien sûr, vous avez été l'avocat des sportifs, vous avez même été l'avocat d'un pape, enfin, bon, à Biouf, bon, et voilà. Le pape des transferts, Voilà. entre guillemets. Voilà. Ouais. Et vous avez créé Légisport. Alors, Légisport, c'est une référence pour tous les sportifs, c'est une référence pour ceux qui sont moins sportifs, mais qui s'intéressent au sport, parce que ces aspects-là sont fondamentaux aussi. Et vous avez travaillé, comme je l'ai dit, sur beaucoup de contributions au droit européen du sport. Alors, ensuite, oui, puis bien sûr, tout ça, également, bien sûr, j'ai vu que vous aviez une préface de Marcel Desailly. Voilà. Un ouvrages. Bien, alors... Que connaît bien M. Domenech. Bon, je salue encore notre cher entraîneur. Plein de succès. Alors, écoutez, voilà, j'ai plus que maintenant à me taire, à vous laisser parler et à vous laisser, je dirais, nous emballer, nous conduire dans les plus hautes sphères, à la fois de la dimension que vous allez aborder, mais aussi avec le talent et les compétences qui sont les vôtres. Et nous nous réjouissons de vous avoir accueilli, de vous accueillir aujourd'hui dans notre mairie du 7e. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je vous remercie. Chers messieurs, chères mesdames, chers amis, c'est un honneur et un plaisir effectivement d'être présent dans cette prestigieuse mairie du 7e arrondissement de Paris. Et je remercie tout d'abord Madame Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux et actuelle maire, de nous accueillir dans ce haut lieu. Et puis également mes remerciements vont également à Monsieur le maire Bernard René-François. Vous avez parlé du rôle des avocats dans la construction du sport et de l'Europe. On le verra dans quelques instants. Le rôle a été grandement joué par les magistrats, car ce sont les magistrats qui ont rendu les décisions de justice. Donc on va le voir dans quelques moments. Je remercie également M. Didier Béoutis, éminent spécialiste du cyclisme, écrivain à succès et qui est à l'origine de cette manifestation. Je vous remercie également d'être présent, malgré une actualité sociale difficile. Et je salue notamment la présence de M. Dominique Nato, président de la Fédération française de boxe. Je salue la présence de M. Raymond Domenech, dont le palmarès est assez impressionnant. Quand j'étais jeune, vous avez été champion de France avec le Racing Club de Strasbourg. Quand j'étais jeune, vous avez été champion de France avec le Racing Club de Strasbourg, puis les Girondins de Bordeaux. Je me rappelle bien précisément de ces 2 titres. Et puis après, vous avez pris en charge l'équipe de France Espoir et l'équipe A que vous avez menée jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Je remercie également de sa présence monsieur le directeur Franck Leclerc, donc directeur du FNAS, et je remercie également monsieur Pierre-François, directeur de la jeunesse et des sports. Le thème de cette conférence est celui... Attendez, on va peut-être remettre l'image. Le thème de cette conférence est celui du sport sans frontières qui s'est construit au fil des années en Europe. Cela n'a pas été un long fleuve tranquille, même si le traité de Rome, le traité fondateur de la communauté économique européenne, a posé diverses règles, dont celle de la libre circulation des travailleurs communautaires. Il faut dire que cette règle a été acceptée assez difficilement par les milieux sportifs, et nous allons voir comment, à partir de ces réticences, nous sommes arrivés aujourd'hui à une réelle mondialisation du sport. Il a fallu du temps pour y arriver et, comme le disait monsieur le maire, il a parlé du rôle des avocats, mais il a fallu plusieurs décisions de justice pour y parvenir. On peut donc identifier 2 périodes. La première période est celle des restrictions vis-à-vis des joueurs étrangers avec l'application de ce que l'on a appelé la politique des quotas, qui a méconnu les règles de l'Europe relatives à la libre circulation, puis la période de la libéralisation avec les mouvements des joueurs étrangers dans les clubs de sport collectifs européens.
Ces deux périodes se sont succédées, mais le débat est encore vif aujourd'hui entre les partisans de la liberté et les opposants, entre guillemets, à cette liberté. Pour beaucoup, il y a trop d'étrangers, même dans le sport, et aujourd'hui même, en 2023, c'est un thème qui est encore récurrent. Alors, nous allons commencer par la période des résistances. C'est la période ancienne durant laquelle les autorités sportives ont exclu et limité les joueurs étrangers en imposant des règles restrictives. On peut ainsi dire que les équipes avaient à l'époque une forte, entre guillemets, consonance nationale. Cela était illégal avec le traité de Rome, car ce traité, donc de 1957, traité fondateur de la CE, avait posé la règle de la libre circulation des travailleurs communautaires, donc des joueurs professionnels. Le cas du football italien mérite d'être souligné et il faut faire la référence à la Coupe du Monde de 1966. Lors de cette Coupe du Monde, l'équipe d'Italie est éliminée par l'équipe nord-coréenne de football et donc le but marqué par un joueur nord-coréen a été à l'origine de la décision des autorités du football italien d'interdire les joueurs étrangers de la période de 1966 à 1980. L'objectif à l'époque, donc par les dirigeants italiens, était de dire nous devons développer les talents nationaux. Et certains diront cela a bien marché puisque l'Italie a gagné la Coupe du Monde de football en 1982. Mais, on le verra dans quelques instants, cette interdiction avait été déclarée illégale par la Cour de justice des communautés européennes. Alors, dans ma jeunesse, le nombre de joueurs étrangers était limité dans les clubs. Donc, c'est ce qu'on appelait la politique des quotas. Lors de la fameuse finale de 1976, donc Saint-Étienne-Bayern, cette finale est encore dans toutes les mémoires, donc de 1976, il n'y avait que 3 étrangers sur le terrain, 2 du côté de Saint-Étienne et un seul du côté du Bayern de Munich. Donc Ivan Kurkovic, yougoslave, Osvaldo Piazza, argentin, et côté Bayern, le danois Johnny Hansen. Et c'est tout. Donc 1976. Dans les années 80, les joueurs étrangers étaient limités également. Mais si l'on faisait référence au calcio, donc le championnat phare de l'époque, malgré les limitations, les joueurs étrangers étaient les stars de ce championnat. Donc, 3 exemples. Donc, Michel Platini à la Juve, Diego Maradona à Naples et le trio néerlandais Gullit, Rijkaard, Van Basten au Milan AC. Mais ces restrictions, en fait, étaient illégales. Pourquoi elles étaient illégales? Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs arrêts prononcés par la Cour de justice européenne. Le premier arrêt a été l'arrêt Valrave et Koch qui a concerné le cyclisme. Puis après, il y a eu le deuxième arrêt Donna, donc de 1976, qui a concerné la réglementation du football italien, donc du calcio. Donc, vous l'avez compris, le football n'est pas à l'origine de la première affaire devant la Cour de justice, mais c'est le vélo, donc le cyclisme, discipline qui vous est chère, en cause une disposition du règlement de la Fédération internationale de l'UCI relative au championnat du monde de course cycliste de demi-fond à motocyclette, selon laquelle l'entraîneur doit être de la même nationalité que le coureur. Donc, dans ces 2 arrêts, donc Valrave puis Donna, la Cour de justice a censuré les règles discriminatoires et estimé que le principe de libre circulation des travailleurs communautaires du traité de Rome devait s'appliquer car le sport professionnel est une activité économique et cela, bien que le mot sport n'ait pas été prononcé par le traité de Rome. Donc, en fait, il faut noter qu'il n'y avait pas d'obligation de nationalité pour la motocyclette. Ben, là, ils imposaient la même nationalité. Oui, mais pour les courses, pour les championnats du monde. Oui, pour les courses. En fait. Donc, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que le mot sport n'était pas prononcé par le traité de Rome, mais la Cour de justice dit dans ses arrêts, comme le sport professionnel est une activité économique, les règles de la liberté de circulation doivent s'appliquer. Puis, après, il y a eu, donc, en 1995, donc, le 15 décembre 1995, ce que l'on peut considérer comme un véritable coup de tonnerre, donc c'est l'arrêt Bosman, donc qui a concerné les joueurs communautaires. Donc l'arrêt Bosman, bien qu'il soit le plus célèbre, est une reprise
de la jurisprudence ancienne en ce qui concerne la réaffirmation du principe de la liberté de circulation des travailleurs communautaires. Donc il va condamner pour la 3e fois les quotas de joueurs communautaires. Donc c'est la 3e fois que la Cour de justice condamne les quotas de joueurs communautaires, mais en même temps, la